BFM Business fait le pari des entreprises de taille intermédiaire. Paris ETI avec Patrice Béguet. Quel plaisir, quel bonheur de vous retrouver en cette fin d'année avec des invités d'exception. Avec moi, Yasmine Yameren, qui est présidente directrice générale de MIPI. Elle va nous expliquer ce que c'est. Salut à toi. Salut, tu vas bien? Très très bien, et toi? Oui, ça va toujours bien. Génial. Étienne Leroy, cofondateur et CEO de LiveMate. Alors ça, c'est un plaisir de te recevoir parce que tu vas nous expliquer également, tu as plein de gens à ton capital. Oui, tout à fait. Ravi d'être là. Ça va être que du bonheur. Bonheur également avec Virginie Fauvel, CEO d'Harvest. Bienvenue. Merci. Et puis Soïg Lebruchec, qui est CEO de Neosoft. Toi, c'est une grande première, mais là, ça va être aussi du plaisir. Bien sûr. Merci pour ton invitation. Avec plaisir. Toutes les deux, tous les deux, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Si vous êtes prêts, Absolument. on démarre Paris ETI. Paris ETI sur BFM Business. Yasmine, on démarre avec toi, CEO de MIPI, après 10 ans dans le salariat, dans le secteur du textile, dans des fonctions, hautes fonctions de responsabilité. Tu as voulu en fait redonner tout simplement, ce qu'on dit, du sens à sa vie. Ça, c'est génial. Et construire en fait quelque chose qui a de l'impact, qui a du sens. Et l'entrepreneuriat t'a semblé tout naturellement la bonne opportunité. C'est un regard de consommatrice à la base, hein, sur le dernier kilomètre qui t'a donné envie de changer les choses. Tu voulais changer quoi, Yasmine? Écoute, je voulais changer ce moment de rencontre avec le livreur que je trouvais parfois pas très agréable. Et en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une société où on se fait livrer en permanence. Donc, je trouve que ça fait partie de notre quotidien. Et changer le quotidien des Français, je trouve que c'est important. Alors, MIPI en 2 mots. MIPI société de transport de marchandises responsable, spécialisée dans le dernier kilomètre, qui donne le sourire aux Français. Pourquoi tu as choisi un secteur, en fait, que tu connaissais pas? En fait, j'ai toujours eu cette sensation, cette impression que dans la vie, tout s'apprend. Et qu'à un moment donné, il n'y a rien de mieux que d'aller sur le terrain. Et j'ai commencé l'entreprise, j'ai acheté un petit camion, j'ai commencé à livrer moi. J'ai compris, je me suis dit, OK, on peut le faire à une échelle plus grande. C'est génial. Donc, start-up, TPE, PME, demain ETI. Exactement. Donc, on est à la jonction de tout ce monde. Qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans ce choix, en fait, tout simplement, de vie d'entreprendre? En fait, je me dis jamais que c'est dur, parce que je trouve que se dire que c'est dur, ça me bloque. Par contre, allier vie privée, vie professionnelle, c'est sûr que je pense que c'est le challenge de tout gens qui ont envie d'entreprendre quelque chose, d'avoir une carrière à impact. Mais je trouve que je m'en sors pas trop mal. Et dans ce secteur en particulier, qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, on me dit souvent, mais Yasmine, est-ce qu'il y a une innovation technologique, une innovation qui est scientifique? Et en fait, je trouve que changer l'humain, il n'y a rien de plus dur. Faire évoluer les mentalités, c'est difficile. Quand on s'attaque à l'humain, je trouve que c'est le plus grand défi. Mais moi, je ne baisse jamais les bras, donc petit à petit, on change les choses. Un jour, tu m'as dit, je ne reviendrai jamais dans le monde du salariat. Pourquoi tu veux garder et rester dans ta vie dans le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat? C'est la liberté de choisir ce qu'on fait. Et je trouve que il n'y a rien de plus beau. Étienne, cofondateur et CEO de LiveMate. Alors, Étienne, toi, tu es leader français, il faut le dire, et européen, de la digitalisation des pharmacies, de la livraison à domicile des médicaments. Et vous êtes basé dans une belle région, Tout à fait. chère au président Muselier, et dans une très belle ville de Christian Estrosi. À Nice. À Nice. Alors, tu comptes à ton capital des groupes prestigieux, comme Sanofi, qu'on a reçu, et puis d'autres groupes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, on a pas mal de gens au capital, hein. On a des gens qui viennent du milieu des EHPAD, on a des gens qui viennent du transport, on a des gens qui viennent du milieu médical ou paramédical. Donc, on a su fédérer autour de nous très tôt, puisque la dernière levée de fonds date d'il y a déjà 2 ans, ces groupes qui étaient intéressés par l'avenir et comment on était en train de digitaliser la pharmacie et d'écrire le prochain chapitre de la pharmacie. Et surtout, vous êtes les seuls à prendre en charge, par exemple, la transmission sécurisée des ordonnances. Tout à fait. Ça, c'est un point important. Vous aidez concrètement au quotidien les pharmaciens à dispenser leurs médicaments à des millions de Français sur tout le territoire. Et ça, comme toi, hein, c'est des services qui sont très utiles. Ce qui vous a valu notamment de recevoir le prix Marie Curie. Hein. Tout à fait. En 2020, vous devez être content. Hein. Exactement. On a été lauréat du prix Marie Curie. Et donc, on aide effectivement les gens à avoir accès aux soins à tout moment, à pouvoir connaître quelles sont les pharmacies qui ont leurs médicaments disponibles, puisqu'aujourd'hui, vous savez, il y a des problèmes de pénurie de médicaments. Donc nous, non seulement on va vous livrer vos médicaments à domicile, mais en plus, on va vous permettre d'identifier la pharmacie qui a le médicament que vous cherchez en stock. Et donc ça, c'est hyper important. Et on fait tout ça pour les Français, et on l'a fait aussi en partenariat avec les mutuelles, puisqu'aujourd'hui, on a des mutuelles qui prennent en charge les frais de livraison
pour plus de 15 millions de Français. Et donc, on retire cette barrière du prix de la livraison parce qu'on s'est dit, on ne veut pas que ce soit juste un service pour les CSP+, on voulait que ce soit accessible au plus grand nombre. En tant que serial entrepreneur, tu as monté plein de boîtes. Hein. Ouais. C'est quoi le marché de la digitalisation de la pharmacie? Est-ce que c'est un marché qui va exploser aujourd'hui à travers les services que vous rendez, la livraison de médicaments? Comment tu le vois, ce marché? Alors, c'est un marché qui, effectivement, va exploser. Et c'est ce qui m'a attiré. C'est pour ça que j'ai rejoint cette aventure LiveMeds. C'est qu'aux États-Unis, on est déjà très en avance. Moi, j'ai passé une dizaine d'années à Boston et j'ai vu le développement de ces services. J'ai vu le rachat par Amazon de PillPack pour $1 milliard il y a quelques années. Et quand je rentre de Boston et j'arrive à Nice, et je me dis, mais il y a vraiment quelque chose à faire sur ce marché. Un marché qui était assez lent, assez sclérosé, avec beaucoup de lenteur inhérente à cette profession. Et donc là, tout est en train de s'aligner, tout est en train d'avancer. C'est pas pour rien que Sanofi est rentré à notre capital il y a 2 ans. Aujourd'hui, on a Pfizer qui annonce aux États-Unis le lancement d'une plateforme B2C avec de la livraison de médicaments. On a plein d'acteurs comme ça. CMA-CGM aussi. CMA-CGM qui est rentré également sur notre tour de table il y a 2 ans. Donc beaucoup d'acteurs comme ça qui voient le secteur qui est en train de bouger et tout ça, c'est hyper positif. Question concrète. Comment ça se passe concrètement, une commande pour livrer ces médicaments? Alors, le patient va télécharger l'application LiveMeds. Sur cette application, il va retrouver l'intégralité des pharmacies partenaires. On a plus de 2000 pharmacies qui sont partenaires. Et avec les médecins, il y a un lien avec Doctolib? Il n'y a pas un lien avec les médecins encore. Peut-être un jour, on verra. D'accord, ok. Mais en tout cas, il va pouvoir choisir sa pharmacie. Donc, on laisse le libre choix de la pharmacie au patient. Et ensuite, il va pouvoir échanger avec le pharmacien s'il a besoin, transmettre son ordonnance, choisir des produits de parapharmacie ou des médicaments conseils. Et ensuite, une fois que le pharmacien a validé tout ça, puisque c'est toujours le pharmacien qui est en contrôle de la transaction, nous, on va envoyer un livreur qui va récupérer un paquet scellé et l'amener au patient directement chez lui. Vous êtes en train de préparer votre série A, je crois? Tout à fait. Comment est le marché aujourd'hui? Alors le marché, il est difficile, hein, vous le savez. Hein, le niveau de capitaux investis dans les startups en France a baissé par rapport à il y a 2 ans. Mais on sent aujourd'hui, on est dans une société qui on est très proche de la rentabilité et c'est ça qui compte. C'est-à-dire qu'on est passé d'un focus des marchés uniquement sur de la croissance, même s'il était complètement déraisonné, à un focus certes encore sur de la croissance. C'est toujours important de faire de la croissance. Hein, on a multiplié quasiment par 3 notre chiffre d'affaires depuis la dernière levée de fonds. Mais également, on va chercher quel est le point d'équilibre, quelle est la rentabilité et à quelle échéance elle arrive. À côté de toi, Virginie Fauvel, la patronne d'Harvest, après des études d'ingénieur, tu as passé 17 ans chez BNP Paribas dans des fonctions du numérique, dont le lancement d'Hellobank. Absolument, un grand moment. Un grand moment en Europe, puis au COMEX d'Alliance. Et puis en 2020, en plein Covid, tu rejoins Harvest. Harvest, c'est ce leader B2B des logiciels de gestion de patrimoine. Tes clients sont les banques privées, les assureurs, c'est bien ça? Tout à fait, les conseillers en gestion de patrimoine, tous ceux qui traitent avec la gestion de patrimoine en Europe. Voilà, donc tu opères en France, en Italie, au Luxembourg? Absolument. Et ton ambition, c'est de devenir en fait le leader européen? Absolument. Bon. Je me lève tous les matins en pensant à ça. Tu voyais le beau sourire de Yasmine, ça lui fait plaisir parce qu'elle se dit, j'ai une femme comme moi là, en face. Et en fait, quelle serait pour toi la plus belle nouvelle pour Harvest? J'aimerais qu'Harvest continue sa croissance. Effectivement, en 2020, on n'opérait qu'en France. Aujourd'hui, on a une filiale en Italie, on opère au Luxembourg, un petit peu aussi en Suisse et en Belgique. Et en fait, moi, je pense que la plus belle nouvelle, ce serait qu'on devienne le champion européen. Donc, j'espère faire quelques acquisitions en Allemagne et en Suisse dans les 2 prochaines années. Et on s'est donné 4 à 5 ans, mais je suis quelqu'un de très impatient, je pense comme tous les patrons de TI. Ouais. Donc j'aimerais que ça aille plus vite pour consolider le marché européen du logiciel en wealth management. Donc voilà ce qui m'anime, ce qui fait que quand je me lève le matin, je pense à ça. Quand je me couche le soir, je pense à ça. Je pense qu'un patron ou une patronne de TI, on est habité par la fonction et par notre entreprise. Et c'est aussi parce qu'on est tous des passionnés qu'on arrive à réaliser la croissance. On est en France, on est en Europe. Pourquoi nous avons des raisons d'espérer que la France et l'Europe, d'ailleurs, demeurent phares pour le monde? Moi, je crois beaucoup à la France, je crois beaucoup à l'Europe. Je pense qu'on est un peu trop pessimiste sur plein de choses. On a vu les JO, c'était très critiqué. Au final, c'est un succès qui est incroyable. On a des formations magnifiques dans les domaines scientifiques. On a des ingénieurs qui sont de bon niveau. Il y a l'intelligence artificielle qui va modifier toutes les outils, toutes les grandes entreprises. On a un coup à jouer, à mon avis, en France et en Europe. Mais soyons fiers de nos valeurs, de nos chances, de l'infrastructure. Prenons des risques. Arrêtons de nous lamenter et voilà, prenons notre destin en main. Je crois qu'on est à un moment clé en France et en Europe. Là. Ton point GPS, Harvest dans 10 ans, c'est quoi?
Alors, moi, mon rêve, c'est qu'Harvest soit le leader mondial, évidemment, parce que je pense que quand on dirige une entreprise, on veut le meilleur pour son bébé. Donc, moi, j'aimerais qu'Harvest soit le leader mondial du wealth management dans 10 ans. En face de toi, Sohig Le Bruchec, CEO de Neosoft. Toi, tu es président fondateur, tu as créé ta boîte, Tout à fait. qui est un groupe indépendant de conseil en transformation digitale, créé en 2005. À quel endroit? Alors, vu mes origines, je peux pas forcément cacher Que tu d'où je viens du viens. Sud, Donc, je m'appelle bien Sohig Le Bruchec. Donc, c'est écrit en Bretagne, à Rennes. à Rennes. Ta mission, depuis quelques années au sein de Neosoft, c'est de faire du digital un accélérateur de la transformation durable. Tu es d'ailleurs impliqué au sein de la Convention des entreprises pour le climat. C'est important, je le sais pour toi. Une démarche qui confirme complètement la responsabilité collective que toi, dirigeant, vous avez et tu as face à ces enjeux. Aujourd'hui, c'est 1800 collaboratrices et collaborateurs réunis au sein de 14 agences, si je ne me trompe pas, et une implantation en Tunisie. Tout à fait. Voilà. Historiquement, vous avez été très ancré dans l'Ouest, tu l'as rappelé tout à l'heure par tes origines, avec des expertises en software engineering et ainsi qu'au niveau du cloud. Vous avez accéléré votre croissance en Île-de-France depuis 3 ans pour mieux répondre aux enjeux de tes clients grands comptes et via l'acquisition de 2 sociétés. Quelles sont-elles d'ailleurs? Alors, elles ont été débaptisées, mais on va quand même les citer. Ça s'appelait SOAT et Conix. C'était des sociétés qui avaient une Data, spécialisation. cyber. Exactement, des voilà. choses qu'on faisait beaucoup en province, très peu à Paris. Et ça nous a permis d'accélérer à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est que tu dis pour l'avenir, tu vises à explorer toutes les opportunités liées au numérique, c'est-à-dire le numérique responsable en particulier, et à l'intelligence artificielle. Ouais. Donc tu t'ouvres en fait le champ des possibles. Et ça, je dis que c'est formidable. Et on te dit souvent, Sohig, est-ce que je peux t'aider? Non, c'est des sujets que... On ne te dit pas ça. Non, exactement. Non, ce que je voulais revenir, c'était sur la position en fait, du patron, où on pense que le patron a une image de certitude, de jamais se tromper, de pas forcément se remettre en question. Et en fait, un patron, et je pense d'autant plus dans le monde des ETI, on a besoin de se faire aider. Je pense que la taille des ETI, c'est la bonne taille où on peut avoir des gens de confiance qui ont une certaine expertise et où on peut du coup solliciter de l'aide. Et je pense que c'est le propre des ETI d'avoir également une sphère de confiance un peu plus importante que lorsqu'on est une TPE ou une PME. On te voit comme un homme très réfléchi. Ça t'arrive aussi des fois de douter? Ouais, je pense Il y a que le beau et le mauvais doute. Hein. il faut être plein de convictions. Moi, j'ai une conviction sur nos responsabilités sur le climat, sur embarquer 1800 collaborateurs, leur écosystème perso ou pro. Et par contre, conviction ne veut pas dire se remettre en question. Avoir des certitudes, c'est bien, mais des certitudes souvent nous mènent dans le mur. Il vaut mieux avoir des convictions. Exactement, exactement. Et donc, forcément, sortons l'image du patron qui manque d'humilité, qui a toujours raison. Il faut douter, et je pense que c'est même vital. J'ai une question quand je t'entends avec le charisme que tu as un super pouvoir ou pas, toi? Alors, évidemment que j'ai un super pouvoir, mais comme tu disais, on est tous habités quand on est patron. On est toujours à penser au lendemain, on est dans le challenge, chercher la performance. Et on a le côté pro, mais aussi il faut qu'on gère le côté perso. Et je pense qu'en tant que patron, mais comme beaucoup de femmes dans le monde, on doit gérer notre équilibre vie pro et perso. Et mon super pouvoir, moi, je dirais que c'est rentrer 48 heures en 24 heures. Yasmine, Virginie, Sohig et Étienne, est-ce que vous êtes prêts maintenant à débattre? Bien sûr. Allons-y. Allons-y, le débat, c'est parti. Paris ETI sur BFM Business. Vous les avez entendus, ils veulent devenir un champion d'Europe, champion du monde. Alors comment on fait pour que la France soit championne d'Europe de la croissance, ma chère Virginie? C'est une très bonne question. Je pense déjà la fiscalité sur les entreprises, les ETI doit quand même être allégée, me semble-t-il. Tout ce qui est aide pour la recherche et le développement aussi doit être préservé. Donc la fiscalité, et après, comme mon voisin, tous ces Français qui sont allés créer des entreprises ou travailler pour des entreprises à l'étranger, favoriser leur retour pour qu'ils donnent du sang neuf à la France avec toute l'expérience qu'ils ont acquis aux États-Unis pour vous, par exemple. Le voisin Étienne, il en pense quoi alors? Oui, moi je pense que la France, pour être revenue des États-Unis il y a 3 ans, après 10 ans là-bas, déjà je voulais dire que j'ai retrouvé une France complètement différente de celle que j'avais trouvée 10 ans auparavant. Je pense que d'un point de vue entrepreneurial, entreprendre en France aujourd'hui, ou même il y a 2-3 ans par rapport à entreprendre en France il y a 10-15 ans, ça n'a rien à voir. On a tout un écosystème tech qui s'est développé de façon très forte, un afflux de capitaux qui est arrivé et qui a permis de faire éclore tout cet écosystème, mais ça ne suffit pas encore.
Il manque encore un accès à du capital risque. Il manque encore des possibilités d'exit pour ces belles startups qui sont devenues ETI et qui ont besoin d'avoir ces exits potentiels. Et ça, je pense que ça fait partie des choses qui manquent encore. On n'a pas encore cette culture dans les grands groupes français de racheter des grosses PME, de racheter des ETI et de fournir finalement à ces capitaux risqueurs des possibilités d'exit. Et ça, c'est hyper important. Yasmine et Sohaig. Étienne, tu as parlé de quelque chose tout à l'heure, c'était les financements en ce moment. Ouais. C'était beaucoup plus réduit qu'il y a encore quelques années. Moi, je pense que l'argent fait l'argent. Il faut du talent, il faut la bonne idée, il faut la belle équipe, mais en fait, sans argent, on n'y arrive pas. Et je sais de quoi je parle, donc je pense plus de financement pour les jeunes entrepreneurs qui ont du talent. Sohaig. Alors du financement, je suis jamais allé en chercher parce que je suis toujours autofinancé ma croissance. Non, je pense que le gros frein, et je pense que toute société de croissance en France rencontre la même difficulté, c'est le marché de l'emploi. C'est l'attractivité, la rétention des talents et une facilité à embaucher par exemple des étrangers. Enfin voilà, on a des barrières très très importantes et parfois un marché de l'emploi qui correspond pas d'ailleurs aux formations qui sont dispensées. Les ETI au top de la compétitivité, c'est quoi leur atout? Les atouts des ETI aujourd'hui, ça va être, pour moi, c'est leur agilité. C'est des entreprises qui ont à la fois des moyens et une capacité d'agir et en même temps qui ont gardé encore leur agilité de PME, leur agilité de start-up pour être capable, d'un point de vue produit, d'innover, d'avoir des cycles produits très courts et de pouvoir lancer sur le marché des produits beaucoup plus rapidement que des gros groupes ou des institutionnels. Et pour moi, c'est vraiment la rapidité, la flexibilité, la possibilité aussi de prendre conscience pour chaque employé dans une ETI de l'impact qu'il a pour l'entreprise, ce qui est plus difficile quand on est dans un très grand groupe. Nous, chez Harvest, chaque personne, elle sait ce à quoi elle a contribué pour la croissance. Et ça, c'est quand même assez sympa à la fin de la semaine de se dire j'ai fait ça. Je rebondirais. Alors, moi, j'ai l'habitude de dire que les ETI, ça a les avantages d'une petite et pas les désavantages d'une grande. Et en effet, quand on parle de valeurs, de proximité, de quête de sens, qui sont en plus des choses très recherchées par nouvelle génération, dans une ETI, on a accès à la direction, on s'identifie à sa société. On n'a pas un centre de décision qui est extrêmement loin. On connaît, on est dans un écosystème qu'on maîtrise. Et je pense que, moi, je crois beaucoup à la valeur proximité et je pense que c'est ce que recherchent également les salariés. Et c'est le propre des ETI. Et tu en penses quoi, Yasmine? Tout le monde veut devenir plus gros, ce que tu disais tout à l'heure, et à chaque étape. Et moi, je trouve que c'est comment devenir un géant en gardant les valeurs de cet entrepreneur au départ qui avait envie de changer le monde avec plein de bonnes intentions. Je pense que c'est le plus gros défi. Et ça, on le voit dans plein d'entreprises. On en discute souvent avec Véronique Turner à Numéum. La présidente de Numéum. Exactement, avec Mehdi Ouaz, qui est le président de Talent, le président d'Actual, qui fait énormément aujourd'hui en tant que vice-président du MEDEF, que vous connaissez bien, Samuel Toile. En fait, ils ont cette vision-là, mais la vision, il faut la mettre en place. Alors justement, quand on la met en place, il faut avoir la niaque, il faut avoir l'envie. Comment on diffuse votre niaque? Il y a le beau sourire, il y a la belle envie, il y a cette énergie qu'on sent sur le plateau. Comment on la diffuse, la niaque? Auprès de ses clients, auprès de ses collaboratrices, auprès de ses collaborateurs, Yasmine? On ne s'arrête pas de parler. Alors, on parle beaucoup de numérique, mais je trouve qu'il n'y a rien de mieux d'être autour d'une table, se parler, se voir, discuter et continuer de rencontrer. Voilà, c'est ça. C'est diffuser la belle énergie, l'envie et de dire aux autres, il y en a qui arrivent, donc il faut continuer comme ça. Moi, ce qui me préoccupe le matin, c'est l'embarquement. C'est-à-dire qu'on revient à la valeur humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai l'habitude de dire, on a deux types de clients. On a nos clients avec qui on facture tous les jours, tous les mois, et on a nos clients internes qui sont nos propres collaborateurs. Et donc, sans collaborateurs, on n'existe pas. Et si on n'embarque pas les collaborateurs, si on leur donne pas du sens, si on leur donne pas envie, si on leur file pas de l'énergie, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Et moi, c'est ça qui me fait lever le matin, c'est rencontrer nos collaborateurs. Étienne? Moi, je pense qu'il faut jamais cesser d'y croire. Nous, notre aventure, on est passé par des moments difficiles, on nous a fermé des portes, on nous a mis des bûches devant nous, on a été attaqué en justice par l'ordre des pharmaciens, par des syndicats, etc., etc. On a réussi à surmonter tout ça, on a réussi à passer ces obstacles, à gagner toutes ces difficultés, pour aujourd'hui maintenant avoir tout le marché qui s'aligne derrière nous et qui va dans notre sens. Et ça, je pense que c'est hyper important d'être super pugnace quand on est entrepreneur pour pouvoir avancer, y croire en sa vision, et avancer. Tu dis le mot vision qui est important. Justement, toi, tu as une vision aussi très transverse en étant au MEDEF, en étant administratif de Pernod Ricard, etc., en dirigeant ta boîte, etc., etc. Comment on fait? Moi, je pense qu'il faut guider
à chaque fois expliquer où on va. Moi, tous les 15 jours... Donner du sens, voilà, pour donner envie. Oui, expliquer quel est le chemin et comment on va y aller. Et tous les 15 jours, on a une réunion avec l'ensemble des salariés, ça dure 30 minutes, parce qu'en ETI, il ne faut quand même pas passer trop de temps en réunion. Donc 30 minutes où je leur explique ce qui s'est passé en termes de gouvernance, ce qu'on a fait avec le comité exécutif, ce qu'on a fait avec les clients, ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quels sont nos espoirs, nos peines, etc. C'est de la communication, c'est du dialogue. Voilà, et après, il y a toujours un temps dans ces 30 minutes, c'est la parole est à vous, et chaque salarié peut poser des questions au COMEX. Donc c'est vraiment guider et aussi écouter, quoi. Ce que tu es en train de dire, dans une ETI, on s'y sent bien. Ah bah oui. Bon, voilà. Donc, comment elles peuvent encore attirer encore plus de talents? En communiquant, grâce à l'émission dans laquelle on participe, je pense que faire connaître les ETI, parce que c'est vrai que des jeunes qui sortent de l'école ou certains qui veulent changer d'emploi, ils ne pensent pas forcément à l'ETI. Et moi, j'ai envie de communiquer. Je crois que tous les quatre, en tant que chef d'entreprise, on veut communiquer ça très fort. Le chemin dans une ETI, c'est un chemin qui est absolument incroyable, qui est stimulant. On apprend plein de choses, on est écouté, on est valorisé et on participe à la croissance de la France très directement. Dans les ESN, il y a la guerre des talents qui s'opère, non? Un petit peu. D'ailleurs, je prends mal, tu cites mes concurrents. Mais évidemment, non, mais on se doit dans les ESN, mais comme dans, enfin, je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a tellement de secteurs qui sont en pénurie de manœuvre, on se doit d'investir sur la valeur sociale, sur le RH, sur l'attractivité, sur la proposition de valeur aux collaborateurs. Et je pense qu'il faut être innovant. Voilà, à une époque, on a lancé quelques innovations, on a fait un accord de télétravail dès 2012. Ça nous a bien servi en 2020. Mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour développer l'attractivité, mais il faut encore investir en personnes, en équipes dédiées, en outils. Et c'est beaucoup de communication, parce que les ETI manquent de visibilité. Donc il faut qu'on pallie à ça par de l'investissement dans la communication également. Yasmine, pour attirer les talents? Être visible, ça c'est une certitude, et je trouve que la plus belle récompense, c'est quand ils restent. Parce que les attirer, c'est bien. Qu'ils restent, c'est un autre défi. Et moi, quand je vois les salariés qui sont encore là depuis, même ça fait pas longtemps, mais 3 années, je me dis, c'est pas mal. Étienne? Moi, je pense qu'il faut continuer de développer l'actionnariat salarié. Je pense que ça fait partie des choses qui aujourd'hui permettent, quand une PME ou une ETI n'a pas forcément les moyens de payer les salaires du marché, de payer les très hauts salaires pour accueillir les meilleurs talents, je pense qu'être capable de vendre sa vision, partager sa vision et avoir des salariés qui acceptent d'avoir une partie de leur rémunération en BSPCE, en actions gratuites, etc., ça les engage dans la durée et ça les motive. Une fois de plus, c'est ensemble. S'il y avait à retenir un mot, c'est Exactement. ensemble. Merci à Camille, merci à Corentin, Stéphane, Alexandre et Pablo. Merci à tous les quatre, Yasmine, Étienne, Virginie et Sohig, d'avoir partagé, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, un bon moment. Un moment qui est fait pour vous, qui est fait pour être unis. Cette France réunie qu'on retrouve ici, c'est tout simplement Paris ETI. Merci, à très bientôt. Merci. Paris ETI sur BFM Business.